on se retrouve pour la suite de nos débats de la REF 21. Et alors justement, on va maintenant parler un petit peu de transformation digitale, mais en version plus, on va dire, technique, technologique, numérique, outils. J'ai le plaisir d'accueillir deux personnes qui sont des experts forcément du sujet. Christian Poyot, Micropole, vous êtes le patron fondateur de Micropole, société de services technologiques et informatiques. Vous êtes aussi le coprésident de la commission mutation technologique et impact sociétaux du MEDEF. Vous allez nous dire sur quel sujet vous travaillez et quelles sont un petit peu vos marottes du moment. J'ai aussi le plaisir d'accueillir Guillaume de Lancer. Vous êtes le patron d'une des multinationales, on va dire, clés dans la transformation digitale, puisque vous êtes l'un des leaders mondiaux du stockage et du cloud. Vous nous direz un peu comment ces outils peuvent être mis au service de la transformation des entreprises, de la relance et du rebond économique après cette crise. Mais tout d'abord, je vais démarrer avec vous, Christian Poyot. On est aujourd'hui au MEDEF, hein, le beau temps est revenu, le moral des patrons a l'air bon. Comment le digital finalement redonne du baume au cœur à tous les patrons? Ça leur permet de rebondir plus fort? Il y a un point positif de cette crise, il y en a quand même au moins un, c'est effectivement que la prise de conscience des opportunités offertes par le digital a été massive. On avait déjà cette prise de conscience avant, mais qui était peut-être un peu réduite ou moins perceptible, etc. Donc il est banal de dire, je crois qu'effectivement toutes les entreprises ont pu continuer à travailler, soit du fait du télétravail, soit du fait du e-commerce, donc y compris dans l'industrie ou dans les services locaux, etc. Donc tout le monde a pris conscience de l'intérêt, de l'impact, et ça a ouvert les yeux sur plein de choses. Donc oui, c'est cette opportunité au moins qui va permettre d'accélérer encore plus en France, sachant que je vous rappelle qu'au niveau des entreprises en France, on est quand même un peu en retard au niveau européen. On est en retard plutôt sur les petites entreprises ou aussi sur les grandes entreprises? Comment vous, alors justement chez Micropole, vous avez les deux types de clients. Comment vous voyez-vous un peu le... Alors c'est plutôt sur le tissu TI, PME, TPE. Effectivement, on est en retard. Vous connaissez le tissu économique français, hein. Quelques très grands groupes, et c'est formidable, et heureusement qu'ils existent et qui sont des leaders mondiaux d'ailleurs. Et puis après, peu d'ETI. Micropole est une ETI, on est 1200 personnes, mais il n'y en a pas beaucoup des ETI. Et après, un tissu économique qui est beaucoup plus petit, très éclaté. Bon, ça c'est le paysage en tant que tel. Et c'est vrai que sur ces entreprises, qu'elles soient à Paris ou en région, là, il y a un retard malheureusement. Alors un retard qui est lié à des raisons financières, à des retards de formation aussi des collaborateurs et de conduite du changement. Il y a différents éléments qui font qu'on est en retard. Ça ne veut pas dire qu'on ne bouge pas, encore une fois, hein, mais le but, c'est d'accélérer, d'aller plus loin, plus fort. Alors si on est en retard, c'est pas par manque d'outils, hein, puisque justement, Guillaume de Lancer, vous êtes chez Neta, vous, les outils, vous les mettez à la disposition des entreprises. Aujourd'hui, finalement, vous êtes un peu un indicateur avancé de la digitalisation des entreprises. Quelle est votre approche du sujet ? Alors nous, dans un système d'information, on a une partie simplement des différents outils, mais ce qu'on a constaté effectivement, c'est qu'avec cette situation tout à fait inédite, les entreprises, quelles qu'elles soient, petites entreprises, grandes entreprises, ont eu un besoin très urgent de s'équiper, ne serait-ce que pour gérer le télétravail, la chose la plus basique, la plus simple, et toutes les entreprises n'étaient pas équipées pour. Donc il y a eu un engouement obligatoire, il y a eu une urgence absolue à gérer en quelques heures, puisqu'entre les annonces du président Macron et la réalité opérationnelle, il s'est passé quelques heures. Là où dans une entreprise traditionnelle, le même projet aurait pu prendre, dans un environnement traditionnel, le même projet aurait pu prendre peut-être 6 mois. Voilà. Donc là, on a eu, effectivement, on a pu, avec nos technologies, supporter cette mutation. Mais je vous rejoins tout à fait. Les entreprises, aujourd'hui, ont compris l'importance, avec le télétravail, le e-commerce et tous les nouveaux usages du numérique. Ouais. Parce que concrètement, pour les gens qui ne sont pas experts, la mise en place du télétravail, techniquement, ça se passe comment? Il faut mettre quoi en place que finalement les entreprises n'avaient pas? Alors très simplement, aujourd'hui, vous avez un ordinateur portable ou vous avez un ordinateur de bureau fixe, un gros ordinateur avec une tour. Donc rien que ça nécessitait un équipement hardware qui était important et ultra rapide à avoir. Et ensuite, vous avez des services informatiques que les entreprises mettent à disposition de leurs collaborateurs qui ne sont pas consommables donc, à distance, qui sont consommables dans l'entreprise pour des questions de réseau, pour des questions de sécurité, etc. Donc toute cette infrastructure a dû être mise en place dans des délais extrêmement courts. Alors justement,
Christian Poyot au MEDEF, comment vous êtes emparé de ce sujet? Est-ce que immédiatement il y a eu des réunions pour donner des directives, des best practices pour les patrons qui sont sentis un petit peu... On a essayé, et on l'a fait, d'être aussi hyper réactif, et je rejoins la thématique de quelques heures. Enfin, les entreprises en 24, 48 heures se sont organisées, donc on a fait beaucoup de choses, des conseils, des idées, des mises en relation, des webinaires pour dire voilà comment est-ce qu'on peut faire ceci, à qui s'adresser. N'oublions pas au passage le sujet de la cybersécurité, parce que c'est vrai que malheureusement la mise en place de tous ces télétravails et de déporter en fait les données, etc., a ouvert la porte à quelques petits malins ou malfaisants. Donc c'était un des sujets. Donc on a été extrêmement pratique, comme on le fait toujours dans nos commissions et globalement au sein du MEDEF, pour amener des conseils les plus pratiques possibles et faire de la mise en relation pour l'entrepreneur de terrain et qui s'adapte au plus vite. Alors le digital, on dit que c'est souvent que ça transforme les métiers de l'entreprise, ça transforme les façons de travailler. En quelques mots, quelles sont les grandes modifications qu'on observe dans les entreprises aujourd'hui? Alors, c'est intéressant parce que quand on parle du digital, il y a plusieurs axes. Il y a l'axe qui est interne à l'entreprise, ses propres outils en fait pour travailler correctement. Et puis après, il y a l'axe externe qui peut être assimilé à du e-commerce ou à du multicanal, etc. Si on prend l'informatique, l'objectif de l'informatique, c'est quoi? C'est de servir les métiers, tout simplement. Et une application, il y a 3 composantes importantes. Vous avez la fonction de l'application. Est-ce qu'elle remplit la fonction ou les fonctions pour lesquelles elle a été construite? Vous avez son ergonomie, est-ce qu'elle est facile à utiliser? Et vous avez la qualité des données qui sont utilisées dans cette application. Si vous n'avez pas ces 3 composantes, vous avez vraiment des problèmes parce que finalement l'application n'est pas utilisée, vos collaborateurs vont utiliser un petit fichier Excel, etc. Voilà. Donc la transformation digitale au sein de l'entreprise est clé. Je pense que les collaborateurs aujourd'hui attendent en entreprise la même expérience qu'avec Internet, très clairement. Vous commandez un billet de train sur voyagesncf.com, vous voulez avoir la même facilité d'utilisation avec votre logiciel d'entreprise qui gère une production industrielle. Donc ça, c'est interne. Ensuite, si on parle d'externe, vous avez des expériences que vous voulez offrir à vos clients ou des nouveaux modes de consommation de services. Une petite anecdote, j'étais chez Euro Disney la semaine dernière avec mes enfants. Vous avez une application digitale que vous téléchargez sur votre smartphone qui vous donne en temps réel le temps d'attente dans le parc d'attractions en fonction des attractions, ce qui vous permet de vous orienter. C'est typiquement un exemple d'une application utile, grand public, qui a été développée et qui génère de la donnée et qui apporte un service complémentaire. Finalement, tout ça favorise votre activité puisque vous vendez des capacités de stockage, du cloud. Est-ce que les technologies fondamentalement ont changé pour gérer toutes ces nouvelles applications? Oui, alors terriblement en fait. Les technologies et les offres, sans rentrer dans de la technologie, mais juste quelques indicateurs qui sont assez intéressants. Entre 2018 et 2020, on a généré autant de données qu'entre 1995, on va dire démocratisation d'Internet, et 2018. Donc en 2 ans simplement, on a fait l'équivalent de plus de 15 ans de création de données. Autre indicateur également, on a un volume de données entre aujourd'hui et 2025 qui va être a priori multiplié par 8. On va passer de 20 à 160 zettabytes. Donc ce sont des volumes de données absolument considérables avec les nouveaux usages qu'on connaît tous, hein, l'Internet des objets, les consommations de cloud, les technologies qui augmentent. Si on prend par exemple des hôpitaux, l'imagerie médicale, vous avez des volumes considérables de données, l'intelligence artificielle, vous avez énormément de scénarios qui sont en train de se créer. Alors justement, tout à l'heure, on recevait les gens de SFR. En fait, le MEDEF a signé avec l'ANSSI justement un protocole pour aider les entreprises à lutter contre les cyberattaques, pour améliorer la cybersécurité. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Vous êtes à l'origine du projet ou... Oui, c'est la commission que je préside qui est à l'origine du projet. Oui, c'est effectivement quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'on l'a vu, la cybersécurité est malheureusement quelque chose qui s'est développé durant le Covid. Bon, le point important à dire déjà, c'est que personne n'est à l'abri de ce genre de choses, y compris les très très grands. Donc il ne faut pas paniquer, il faut simplement trouver les bonnes réponses. Donc ce que nous avons proposé, c'est de mettre en place le réseau Alerte Cyber. Alerte Cyber est assez simple, c'est-à-dire que l'ANSSI et Cybermalveillance, qui est l'émanation de la gendarmerie nationale, donc est très territorialisée, émettent des alertes en disant attention, il y a une alerte cyber qui concerne beaucoup d'entreprises et des entreprises de toute taille. Et donc ce message est émis par les autorités gouvernementales, c'est les seuls qui ont la capacité puis la légitimité pour émettre ce... Et les réseaux, le MEDEF en premier lieu qui a initié le sujet, mais également les autres réseaux patronaux, relayent cette information à toutes les entreprises.
Alors c'est pas juste de dire attention, il y a une alerte et puis mettez-vous sous la table. Il y a également des messages, des informations sur comment traiter cette alerte. Alors ça peut être de mettre des mises à jour, éviter de se connecter sur telle ou telle chose, etc. Et puis également un numéro de téléphone à contacter si on n'arrive vraiment pas à débloquer le sujet. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement simple, pratique, qui a été lancé donc au deuxième quinzaine du mois de juillet avec Cédrico, le secrétaire d'État au numérique, qui nous a aussi beaucoup appuyé sur le sujet et qui va en partie en tout cas, aider non seulement à sensibiliser, mais également à traiter les alertes cyber, à dédiaboliser peut-être ce sujet. Et alors justement, c'est un sujet, vous voyez beaucoup des adhérents du MEDEF, vous parlez de ce sujet, c'est une vraie réalité Si vous voulez, on revient sur la transformation numérique. Moi, je m'occupe de ce sujet depuis plusieurs années au sein du MEDEF. On est passé, il y a disons 4-5 ans, à une réflexion de bon, tout ça, c'est un peu technique, j'y comprends rien, ça sera pour la génération suivante, c'est pas pour moi, c'est les startups californiennes ou quoi que ce soit. À aujourd'hui, clairement, à dire oui, c'est pour moi, j'en ai besoin. Il faut être conscient qu'il y a des boulangeries qui se sont mis à faire du e-commerce pendant la crise Covid et elles sont aperçues qu'elles faisaient du chiffre d'affaires et peut-être même encore plus rentable ou en tout cas avec un développement plus fort que celui qu'elles font en boutique. Donc il y a un changement de mindset qui a été très important dans toutes les entreprises, petites, grandes, moyennes et tous les secteurs d'activité. À partir de là, elles se disent comment je peux faire. Donc là, on est dans cette phase-là aujourd'hui. Il faut de l'argent, il faut des talents, il faut former les gens, il faut aussi des prestataires qui soient d'ailleurs sur la partie software ou technologique pour les aider. Donc on est dans le comment faire en tant que tel. Donc ce qu'on fait au niveau du MEDEF, c'est ça, c'est des événements, de la sensibilisation, de la mise en relation, la prévention si c'est de la cybersécurité pour accélérer encore la numérisation de l'économie française. Et alors on parle beaucoup dans ces secteurs-là de pénurie de talents, c'est vraiment la réalité. Alors oui, vous connaissez ça tous les deux. Là je vais prendre 30 secondes ma casquette Micropole. Micropole, nous on est 1200 collaborateurs dans 6 pays. Oui, les talents sont un vrai manque, mais alors c'est pas qu'en France d'ailleurs. Moi j'avais vu le chiffre récemment en Europe, je crois qu'il y a 900 000 talents qui manquent, donc de toute façon le sujet n'est pas résolvable en claquant des doigts. Le MEDEF là-dessus est aussi actif avec d'autres partenaires bien évidemment pour inciter encore plus les jeunes à aller vers des carrières scientifiques, les jeunes filles notamment, pas uniquement sur des bacs plus 5 mais aussi sur des bacs plus 2 et puis après que la culture numérique soit répartie de la manière plus large possible, c'est pas uniquement sur les ingénieurs mais également tous les membres d'une entreprise, enfin tous les collaborateurs d'une entreprise. Et chez NetApp, alors la pénurie de talents, c'est un gros sujet de la rentrée. Oui, alors oui, je pense comme dans toutes les entreprises, Christian vient de le citer, effectivement, on a de la chance en France, on a un système de formation avec des ingénieurs, avec des écoles de commerce de très bon niveau, donc on a heureusement quand même des talents, mais effectivement la recherche est pas toujours évidente. Ouais. Et alors si vous prenez, parce que quand on regarde un petit peu votre CV, vous avez une casquette aussi très intéressante d'un point de vue RH, c'est que vous connaissez bien les systèmes de gestion RH type Workday. Je sais que vous avez travaillé chez Workday. Ouais. Comment ces logiciels ont permis justement un petit peu de réinventer les façons de travailler dans les entreprises et l'organisation même du travail en entreprise ? Oui, alors c'est intéressant. Workday, c'est un acteur SaaS, donc Software as a Service. Donc il y a vraiment un changement de paradigme assez fort. Avant, on fabriquait des logiciels. Aujourd'hui, vous avez des acteurs qui mettent à disposition des logiciels. Et il faut voir le SaaS un petit peu comme Facebook ou LinkedIn. Vous vous connectez à un compte, vous avez vos contacts, etc. Vous avez l'application et l'application évolue toute seule. Donc il y a vraiment une logique assez particulière dans l'approche informatique. Ensuite, ce sont des logiciels qui ont des partis pris très forts. Justement, respecter les codes d'Internet ou en tout cas être avec la même logique d'apprentissage. Ensuite, l'innovation continue. C'est un sujet également extrêmement fort. Et enfin, la qualité de données. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, la qualité de données est quelque chose d'absolument fondamental. Une application qui n'a pas une bonne qualité de données ou en tout cas qui n'a pas la confiance de ses utilisateurs ne sert pas à grand chose. Et finalement, l'entreprise perd de l'argent, le département informatique s'enlise, etc. Donc voilà. L'innovation continue, c'est-à-dire que le logiciel peut proposer à ses clients finalement des innovations sans que même qu'il en ait formulé l'envie. C'est-à-dire que vous dites, tiens, dans votre logiciel de gestion RH, on vous a rajouté, je sais pas moi, la gestion des tickets restaurants qui n'était pas prévue, et puis on découvre ça le matin, c'est tout le plaisir du SaaS en fait. Plaisir du SaaS, il faut le voir comme de la consommation de services et il faut le voir comme l'expérience qu'on a avec Internet. Vous allez aujourd'hui j'ai cité Facebook, LinkedIn, TripAdvisor, tous ces sites, voyagesncf.com, vous avez c'est facile en fait, vous allez réserver un voyage, vous allez écouter de la musique, on n'a pas besoin de vous former et puis un jour vous voyez qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui arrive, alors il y a des mécanismes pour vous faire goûter à cette fonctionnalité, des tutos, etc. Mais oui, absolument. Et alors, j'imagine qu'au MEDEF, dans les discussions sur le numérique, on parle peut-être aussi de souveraineté numérique.
Alors oui, bien sûr, on en parle. D'ailleurs, une remarque peut-être préalable par rapport à ça. En fait, il faut bien voir que la transformation digitale, c'est pas juste automatiser des processus actuels dans les entreprises, c'est vraiment une disruption globale des business models. C'est-à-dire qu'en fait, on va travailler différemment, on peut avoir des concurrents différents, on peut avoir des fournisseurs différents. Donc il faut le prendre comme pas simplement un outil, mais également quelque chose qui, encore une fois, bouleverse les processus. Et derrière, on aboutit sur ce sujet de souveraineté numérique. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, on cite toujours les GAFA, c'est assez facile par rapport à ça. La position du MEDEF là-dessus, c'est ni naïveté ni agressivité. Les GAFA amènent beaucoup de choses, ils ont des outils qui sont très performants, qui amènent beaucoup de flexibilité et de possibilités de développement aux entreprises. Effectivement, force est de constater qu'ils sont uniquement américains. D'ailleurs, je cite les GAFA, mais il faut également citer les Chinois là-dessus. Donc, il y a un enjeu européen pour avoir quand même une souveraineté plus forte. Alors, pas uniquement sur les données régaliennes, bien sûr, de défense, etc., mais sur les données, y compris des grands groupes ou des PME. Donc là-dessus, le MEDEF est assez actif. On fait partie de Gaia X, qui est en fait un organisme qui sert non pas à créer un cloud, mais à créer des normes d'échange, d'opérabilité, de portabilité de données d'un cloud à un autre en tant que tel. Et puis il y a le label Cloud de confiance qui a été lancé très récemment, là aussi sous l'égide de Cédrico, qui vise à utiliser les produits américains, mais sous licence, et par des acteurs européens, ce qui fait que la donnée est protégée. Les grandes entreprises, ou même les plus petites d'ailleurs, sont assez conscientes, sont même très conscientes du sujet. C'est qu'en même temps, elles ont envie d'utiliser les produits des grands hyperscalers parce qu'elles en ont besoin et que c'est leur marché. Et en même temps, elles savent très bien que ces hyperscalers peuvent dans certains cas être des concurrents. Donc elles ont besoin quand même de protéger leurs données. Et juste peut-être un dernier mot sur ce point, le sujet fort, c'est la data qui a été évoqué il y a quelques instants. Ce qui est majeur, ce que les entreprises doivent bien comprendre, c'est qu'au final, ce qui est important, c'est leurs données et elles doivent s'organiser globalement autour de leurs données pour voir comment aller plus loin, en tirer une bonne valeur, voire les valoriser, voire les monétiser. Alors Guillaume Delantière, je me tourne forcément vers vous parce que vous êtes NetApp, vous êtes une grande entreprise américaine, mais vous garantissez évidemment la sécurité et la souveraineté des données à vos entreprises françaises. J'imagine que vous avez des serveurs en France. Comment alors vous gérez un petit peu ce double aspect de votre entreprise? Vous êtes un peu un petit GAFA tout en étant un défenseur des data des entreprises, vos clientes. Alors nous on travaille avec les acteurs, avec les hyperscalers, donc les grosses entreprises américaines. On est une entreprise américaine nous-mêmes, mais on n'héberge pas pour des clients finaux en direct. Donc on a des partenaires qui le font. Donc on travaille avec Microsoft, Google, Amazon, mais on travaille aussi, et je tiens à le rappeler, avec beaucoup de sociétés françaises. Donc on travaille avec des sociétés comme OVH, OBS, 3DS Outscale, des sociétés comme Keops, Stordata, qui sont des sociétés dont on ne parle pas forcément beaucoup, mais qui malgré tout ont des services cloud grand public, pour des entreprises en France, dans les régions, et qui sont des sociétés qui assurent une souveraineté totale nationale. D'accord, et donc justement, vous garantissez. Nous, on leur fournit les solutions qui effectivement leur permettent d'opérer leurs services. Mais les solutions que nous leur vendons ou qu'ils utilisent sont localisées en France et les données sont localisées en France, opérées par ces sociétés de services. Alors d'un point de vue très concret, vous dites comment on assure. Vous parlez je sais, votre système de 3-2-1, on en a un petit peu parlé, de redondance de l'information. On a vu, il y a eu une information sur l'incendie d'un serveur cloud chez OVH, enfin un serveur à Strasbourg. Comment vous garantissez que ça demain, moi, sur mon site internet, ça ne m'arrive pas? Alors, déjà, petite parenthèse par rapport à ce qui est arrivé à Strasbourg. Vous avez différents niveaux de services qui sont offerts par les acteurs et qui offrent à leurs clients finaux des systèmes de backup ou de redondance. Donc déjà, certains clients avaient souscrit au service, d'autres pas. Ce qui signifie aussi que... Voilà, donc c'est aussi un point important. Ensuite, on a des mécanismes techniques. Donc le fameux 3-2-1 que vous citez, c'est 3 copies différentes de vos données sur 2 supports numériques de consistance différente, de technologies différentes, pour que s'il y en a une qui soit altérée, ça ne soit pas un sujet, et avec une copie sur un site distant. Donc vous avez 3 copies sur 2 supports numériques différents et une copie sur un site distant, ce qui permet, si vous avez un événement type incendie, type attaque terroriste, détérioration volontaire, ce que vous voulez, d'avoir une reprise de données possible sur les environnements qu'on appelle de backup ou de sécurité à côté.
Et vos adhérents au MEDEF, vous leur conseillez aussi cette technique du 3-2-1? Alors, vous avez votre propre petite équation. Le MEDEF n'a vocation à conseiller personne par nature. Nous, on n'est pas, on est neutre sur le sujet, bien évidemment. On peut vous demander des conseils. Ah oui, mais alors sincèrement, ça c'est une question de déontologie. C'est très souvent le cas. Moi, j'ai souvent des chefs d'entreprise que je connais qui me disent bon bah tiens, comment je fais? Je dis écoute, moi avec ma casquette MEDEF, non, je peux pas te répondre. Ça c'est évident. On va pouvoir faire des mises en contact ou les faire participer à des séminaires dans lesquels il y a un certain nombre d'acteurs d'une manière générale, mais on n'a pas matière à prendre position sur telle ou telle chose. On va leur dire quels peuvent être les avantages d'une solution européenne, américaine, mais encore une fois d'une manière très générale. Notre but, c'est que les entreprises françaises accélèrent cette digitalisation. Ce qui se passe, je disais au début qu'on était un peu en retard, mais surtout, je ne veux pas avoir de propos négatifs. Ça bouge beaucoup. Je pense qu'il y a une prise de conscience tout à fait forte. Comme ça a été dit aussi, rappelons qu'en France, on a un tissu d'ingénieurs qui est remarquable. Les ingénieurs français, on va en Californie, après les Américains, bien sûr, c'est la deuxième population, et vous le trouvez aussi dans nos zones. Donc la France a des atouts considérables par rapport à ça. Il faut qu'on accélère, y compris sur les aides, parce que très souvent, le problème, c'est l'argent. Parce que faire une transformation digitale, ça coûte du temps, oui, mais ça coûte de l'argent. Il faut former aussi les collaborateurs. Donc, il faut aider les entreprises dans ce domaine-là. Et franchement, la prise de conscience qui a été faite durant la période Covid, je pense, va vraiment accélérer les choses et va dans le bon sens. Donc finalement, ce Covid, on en gardera peut-être des belles opportunités. Guillaume Delancher, vous êtes patron de NetApp. Christian Pouliot, vous êtes le directeur général fondateur de Micropole et le coprésident de la commission mutation technologique impact sociétaux du MEDEF. Je vous remercie d'être venu cet après-midi sous ce beau soleil nous parler de toute cette transformation digitale et bonne ref. Alors c'est bientôt la fin, mais profitez bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.